En fait, ça dépend aussi des préférences de l'athlète. S'il y a un athlète qui est plutôt à l'aise avec la natation, on va peut-être pas trop s'attarder sur la partie natation. Par contre, s'il y a un athlète qui débute, qui est vraiment stressé par cette partie-là, on va réfléchir à trouver une course où déjà la natation est souvent en combinaison néoprène, parce que ça aide dans une mer, dans une eau libre peu agitée. Donc peut-être une natation en lac, avec aussi un triathlon où il y a un rolling start. Tu vois, c'est des petits détails à regarder. Comme ça permet de désacraliser un peu la partie natation. Ça apporte de la sérénité. Salut à tous, aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec Fred Belaube. Fred, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va super, impeccable. Je te vois bien affûté là, tu fais du sport en ce moment ? Ouais, en ce moment beaucoup de courses à pied, donc pour la partie semi-marathon du triathlon L, puisque c'est le sujet aujourd'hui, je pense que tout va bien se passer. Ouais. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que tu reviens de la magnifique île de Lanzarote, tu as plus de couleurs et en off on en rigolait, on a mis des couleurs un peu plus chaudes sur moi, donc c'est bon, je m'y retrouve. Tu es un ancien triathlète professionnel, tu as fait tes preuves au plus haut niveau. Désormais, tu mets ton expérience au service des sportifs d'endurance, que ce soit avec My Tribe Coaching et avec l'application iDoSport que tu as cofondée. Pour commencer, Fred, merci d'être avec nous et je vais introduire ce podcast. Finalement, c'est quoi un 70-3 ? Très bonne question. C'est vrai qu'un 70-3, déjà, il y a plusieurs informations dans la question, puisque ça fait référence à un triathlon longue distance. Mais dans le longue distance, il y a plusieurs longues distances, il y a plusieurs labels. Donc le 70-3, ça fait référence à un label qui est connu, qui est le label Ironman, que beaucoup apprécient. Et il y a aussi d'autres triathlons L. Donc je pense qu'aujourd'hui, le sujet, c'est aussi ça. C'est le triathlon longue distance, distance L. Il y a encore plus long, le distance Ironman, full. Donc là, aujourd'hui, c'est la moitié du full. Donc en gros, 1900 mètres de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon, donc 21 km à pied. Donc environ, pour les pros, ça fait à peu près 3h30 d'effort, donc ça va très vite. Mais évidemment, ça peut monter jusqu'à 7-8 heures pour les amateurs. Ouais, donc on voit qu'en fait, finalement, le sport, il évolue. Le format, comme tu le dis, 70-3, nous, c'est comme ça qu'on l'introduit. Il y a plein de façons de l'appeler. Tous les conseils qu'on va donner, là, est-ce qu'ils sont cohérents avec une course, tu vois, parce qu'on voit quand même des courses, par exemple, un half distance avec 2500 mètres de natation, 110 km de vélo et beaucoup moins en course à pied. Est-ce que là, tous les conseils qu'on va donner, ça reste quand même pour une globalité d'effort ? Oui, c'est vraiment pour une globalité d'effort, puisque comme on vient de le dire, déjà, ça dépend, c'est vraiment contexte dépendant, non seulement de la course en elle-même, parce que suivant le dénivelé, les difficultés sont différentes, le temps d'effort est un peu différent, puis ça dépend aussi, bien sûr, du niveau de l'athlète. Donc, c'est vraiment le temps d'effort qui est important à mesurer quand on est athlète et qu'on veut se lancer sur un 70-3, se dire à peu près combien de temps je vais devoir fournir un effort, et à partir de là, on peut définir ce qu'est un 70-3, puisque un effort, même pour la même distance de 3h30 ou de 8h, il ne va pas du tout se gérer de la même façon. Et pour mettre encore plus de contexte là-dessus, on a déjà fait quelques épisodes là-dessus, mais qu'on comprenne bien vraiment où se positionne le 70-3, il y a quoi comme distance ? Tu disais donc au-dessus le full Ironman, mais en dessous, on a quoi en fait comme possibilité en tant qu'athlète ? Alors pour les débutants, puisque je pense que ce podcast s'adresse aussi à beaucoup de néophytes triathlètes, il y a aussi XS, S et M. Ouais. Et le 70.3 qui est le L. Donc à chaque fois, il faut diviser par 2, c'est tout simple. On a annoncé les distances à l'instant. On divise par 2, on retombe sur la distance M, à peu près, un peu moins.
la distance S, c'est le M divisé par 2, et XS, c'est à peu près le S divisé par 2. Alors, entre le M et le L, il y a une petite subtilité, c'est que il y a encore 1500 mètres de natation sur le M, 40 en vélo et 10 km à pied. Donc, c'est pas exactement divisé par 2. Donc voilà, on va sortir un petit tableau pour mémoriser toutes les distances. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et surtout, c'est en temps d'effort qu'il faut analyser un petit peu le contexte pour se lancer dans une préparation. Ah, c'est vrai que c'est super compliqué quand même pour, comme tu le dis, nos auditeurs sont soit des personnes qui ont déjà pratiqué le triathlon et qui se disent voilà, je veux passer sur cette distance, mais on est très perdu au début, tu le dis, tu vois, tu as utilisé le terme L, longue distance, 70-3, T100. On se rend compte que tous ces termes-là, au final, ils se ressemblent et ils se rassemblent. On va essayer de, tous les deux, là, pendant ce premier épisode de cette saison, préparer son premier 73. On va essayer de contextualiser et à partir de quand, en fait, je peux y croire de faire mon premier 73. Donc, pour commencer, Fred, j'aimerais bien comprendre un petit peu sur l'évaluation personnelle. Est-ce que j'ai besoin d'être triathlète pour penser à faire ce 73 ? Quand est-ce que je peux penser à me lancer sur une prépa, justement, Alpha Ironman ? En fait, pour répondre à ta question, je dirais qu'il faut prendre le problème, même si ce n'est pas un problème, d'un angle différent. Si je veux faire un 73, c'est mon objectif, c'est mon rêve, tout part d'un rêve, je veux faire un triathlon 73 ou L, qu'est-ce que j'ai à m'apporter pour arriver à cet objectif ? Okay. Donc en réalité, tout le monde peut le faire, même toi. Tu vois, un jour, Merci. Tu pourras le faire. Alors, je sais que tu es un triathlète expert déjà. Mais pour tous ceux qui nous écoutent, en fait, il suffit d'avoir envie et en fait de se donner un planning et un temps pour arriver à cet objectif. À partir du moment où on a du temps, on va planifier l'entraînement. Il y a des règles d'or qu'on va voir, qu'on a déjà vu dans un autre podcast qu'il faut respecter, un espèce de tuto pour arriver à son objectif. Et si on respecte ça, on est sûr d'arriver à prendre du plaisir sur un triathlon L, peu importe son niveau, peu importe son expérience, mais par contre, évidemment, si on part de zéro, il va falloir plus de temps, peut-être 1 an, 2 ans. Le vrai problème, ce serait, tu me dis, j'ai jamais fait de sport et je veux faire un 70-3 dans 3 mois. Là, c'est vrai qu'il faut qu'on discute. Mais sinon, on va dire que tout le monde peut le faire. Il faut juste analyser un peu son contexte, le temps disponible, sa vie personnelle, ses contraintes au niveau du boulot, le stress extra-sportif, son ambition aussi. Et ensuite, on met une date. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à prendre en considération. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tout part d'un rêve. Finalement, je vais plutôt aller chercher ton expérience. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez quand même passer un nombre d'athlètes avec MyTribe et même avec iDo. Si tu dois nous donner quelques exemples un petit peu marquants d'athlètes, c'est-à-dire que est-ce que tu as des gens qui viennent du rugby et qui se disent voilà, je vais faire mon premier 73, tu vois, pour que notre auditeur il puisse se retrouver, parce que c'est vrai que avoir un rêve c'est bien, mais il faut se permettre de l'avoir, quoi. Donc c'est quoi un petit peu les profils que vous pouvez rencontrer dans cette partie coaching, par exemple ? En tant que coach, c'est vrai qu'on en voit un peu de toutes les couleurs, j'ai envie de dire. Et notre rôle, c'est vraiment justement de s'adapter à ce contexte. Okay. Comme je le disais tout à l'heure, tout part du contexte, la préparation, l'événement, le niveau de l'athlète, tu l'as dit aussi. Et une fois qu'on a posé le contexte, en fait, on a posé les bases, là, on peut travailler et on peut définir. Donc, pour un athlète, par exemple, pour contextualiser et que tout le monde puisse s'identifier un peu à ses conseils, pour un athlète qui n'a jamais fait de sport, il faut rappeler qu'on est dans un contexte de sport d'endurance. Donc les développements, ils vont demander de la régularité, de la progressivité et donc du temps, de la persévérance, de la motivation sur le long terme et donc beaucoup de patience en fait, tout simplement. Et quand on est dans un projet comme ça de triathlon L et qu'on part de zéro, le premier truc à comprendre, c'est qu'il faut être un peu patient. Okay. Et ensuite, tout se passe bien. Et il faut être bien conseillé. Et on voit qu'il y a de la patience, il y a de la mise en place, il y a plein d'aspects qu'on va aller chercher, des sujets comme la nutrition aussi, qu'on va aller traiter vraiment en profondeur sur d'autres épisodes, parce que tu vas nous le partager. Je pense que c'est un élément clé aussi de cette distance. Et une question que j'avais aussi pour continuer à toujours introduire cette distance, cette discipline. Finalement, on parlait de la distance XS, S, M. Est-ce que je suis obligatoirement obligé de passer par une de ces distances pour rêver à aller sur la distance 73 ?
En fait, il y a deux possibilités. Soit on se dit non, moi je veux faire que un L, et dans ce cas, on peut aussi la jouer comme ça. Mais je trouve que c'est un peu dommage, c'est un peu se précipiter finalement. Ok. L'avantage du triathlon, c'est quand même qu'il y a justement toutes ces distances. Et c'est dommage de ne pas en profiter. Notamment pour se faire sa propre expérience, avoir le goût de ce sport enchaîné, savoir nager en eau libre, le stress du départ, mettre un dossard, la logistique de mettre son vélo dans le parc à vélo, Ouais. la logistique aussi du déplacement vers la compétition. En fait, il y a énormément de points à maîtriser. Alors certes, si on les anticipe, c'est sûr que ce sera toujours mieux que si on arrive la fleur au fusil. Malgré tout, faire un S ou un M de préparation, c'est vraiment super intéressant. Déjà, Ok. on prend beaucoup de plaisir et ça permet de revoir un petit peu tous les détails de son objectif majeur qui va être le triathlon L. Bon, on se rend compte que c'est quand même une distance qui demande pas mal d'aspects, de la rigueur, de l'entraînement, de la motivation. Tu vas essayer de nous aider sur tout ça. Nos auditeurs, là, j'espère, ils commencent à croire à ce rêve. C'est aussi l'objectif et l'ambition commune qu'on a sur cette saison, de se dire, voilà, c'est accessible, on a le droit de rêver. Mais finalement, une de mes premières questions, et c'est vrai que tu le mets en avant, il y a quand même la partie entraînement. Tu vois, je prends l'exemple de moi, tiens, en école d'ingénieur où je faisais du foot une fois tous les 2 mois ou une fois tous les, on va dire, 3 semaines. C'était facile pour moi à intégrer dans mon emploi du temps. Là, si on parle d'une préparation 73, c'est quoi un petit peu l'impact, le volume qu'il faut imaginer sur un athlète lambda, ou si tu veux prendre un exemple d'un athlète aussi, c'est possible. Alors, si on part d'un athlète qui a jamais trop fait ni de natation, ni de vélo, ni de course à pied, on va partir sur déjà une progressivité dans l'entraînement. Ok. Donc, il faut travailler les 3 sports, ça c'est sûr. Mais je peux conseiller au début déjà de faire 4 heures, 4-5 heures d'entraînement par semaine et de monter progressivement. Si on a du temps, on peut commencer bas. Ok. Donc, on peut commencer en fait à s'adaptant à ton profil. Et si on n'a pas trop de temps et qu'on veut précipiter les choses, pas de temps de préparation, si la course est dans 5 ou 6 mois par exemple, ou Ok. 4 mois, là il faut prendre un peu plus de risques et augmenter un peu la dose d'entrée. Mais évidemment, c'est pas conseillé et ça précipite un peu les choses. Donc ça va représenter peut-être 5-6 heures. En tout cas, pour une préparation idéale, entre 8 heures et un peu plus de 12 heures, c'est quand même conseillé pour que tout se passe bien. Ok. Et on se rend compte qu'avec une planification et un coach ou un plan d'entraînement bien structuré, finalement, les 10 heures, elles passent dans la semaine. Ouais. Il faut juste que ce soit un projet qui soit global, c'est-à-dire que on va mettre des choses en place aussi dans son agenda pour placer l'entraînement en priorité et pas se dire le boulot, c'est bon, la famille, les loisirs, le temps passé sur le téléphone, etc. Et à la fin de la journée, si j'ai du temps, j'irai m'entraîner. Ouais. Là, il faut que ce soit quand même un projet prioritaire. C'est quand même un triathlon longue distance. C'est un effort difficile, un effort d'endurance, il faut du temps. Donc mon conseil, c'est de le prioriser en fait dans son emploi du temps. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que je pense que tu l'as côtoyé assez régulièrement de par ton métier et ton expertise, mais il y a vite ce côté, tu vois, là, 10 heures, je pense, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont pas sur ces volumes-là, ça paraît conséquent, mais en même temps, il y a vite ce côté addictif où les 10 heures, finalement, ça devient facile et on se voit très vite progresser, donc on parlera vraiment des techniques d'entraînement, mais toi, de ton approche, finalement, est-ce que tu as analysé ça chez certains athlètes, de voir que ils sont partis sur ce volume global de 10 heures et ils ont vu ça en famille et c'était bon, et puis en fait, un peu piqués par la chose, ils sont partis à 16 heures et puis après, ils sont redescendus? Ça arrive, ça? Exactement. Ok. C'est comme ça d'ailleurs que je conseille de le faire. Ça respecte les principes d'entraînement qui sont la progressivité et la régularité. On commence doucement, ça laisse le temps à son corps de s'habituer, à ses tendons, à ses muscles, à son cœur, à son emploi du temps aussi et à sa famille. Il n'y a pas que le physique. Et petit à petit, en fait, on arrive à caser les choses et à s'adapter au volume d'entraînement. Et donc, concrètement, ça représente peut-être 1 à 2 séances de natation dans la semaine, Ok. 3 séances de vélo, c'est pas mal, c'est quand même idéal, et 3 à 4 séances de course à pied
dont une séance d'enchaînement après le vélo assez courte. Là, on est sur quelque chose qu'on peut viser, on va dire, à un rythme de croisière d'une préparation, D'accord. sans parler de la période de progressivité au début, qui va être vraiment adaptée cette fois au passé et à l'expérience du sportif. Ouais, parce que finalement, si je mets tout ça en place dès le début, alors que je pratiquais très peu le sport, il y a des risques, des risques que je sois démotivé, des risques de blessures. C'est quoi qui va venir engendrer tout ça? Ouais, ben, un peu les deux en fait, hein. La motivation, c'est un facteur important dans la préparation, puisqu'il faut être motivé jusqu'à la fin. Et comme on l'a dit, c'est un sport de patience, sport d'endurance, de motivation et de persévérance. Donc, il ne faut pas partir trop vite dans la préparation. Et on le verra dans un autre podcast, mais comme le jour de la course d'ailleurs. La préparation, il faut qu'elle soit quand même relativement stable. Donc, même si on commence avec de la progressivité, il faut se dire qu'il n'y aura pas un moment donné où pendant 2 semaines, j'en ai marre, j'arrête de m'entraîner, c'est bon, ça me saoule, je suis crevé. Il faut la séance idéale, comme on dit, la semaine idéale, c'est celle qui te permet de refaire exactement la même chose, ou un peu plus dur, ou un peu plus long, la semaine suivante. Et donc, tu comprends quand tu as dit ça, que si tu es trop motivé au début, à un moment donné, ça va casser, la régularité va se couper, et là, ben, c'est entre guillemets l'échec, parce que tu repars vraiment en arrière, tu vas te désentraîner. Et c'est pour ça que je donnais des indications de nombre de séances et de nombre d'heures par semaine, parce que c'est ce qu'il faut viser, et il faut que ça corresponde à ce que tu es capable de faire sur le long terme. Ouais, donc là, sur ce premier épisode, pour vraiment une nouvelle fois contextualiser, l'objectif, c'est vraiment de mettre un petit peu ce rêve en place dans les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, mais c'est aussi de mettre des points d'alerte quand tu le fais assez fréquemment dans tout ce que tu échanges. Et un des points d'alerte que je voulais aller chercher avec toi, c'est quand même un engagement de temps, d'énergie, on verra tout l'entraînement qui se cache derrière, mais il y a quand même un engagement logistique et financier. Est-ce que ça, c'est, tu vois, toi, de ton expérience, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération? Oui, je pense qu'il y a 3 sports, donc 3 fois le matériel adapté, sans parler de la logistique du déplacement soit sur un stage, soit rien que sur la compétition, plus l'hôtel et le prix de l'inscription. Ouais. Donc c'est vrai que l'enveloppe, elle peut être un peu élevée, même carrément élevée, suivant les budgets de chacun disponibles. Mais encore une fois, le triathlon s'est beaucoup démocratisé, et on trouve maintenant du matériel d'occasion déjà de très bonne qualité. Il y a aussi beaucoup de marques. Donc il y a aussi des marques de début de pratique avec des prix un peu moins élevés et peut-être une qualité de finesse et de technologie un peu moins élevée également. Donc finalement, malgré qu'il y ait 3 sports dans lesquels il faut s'équiper, on arrive à avoir des budgets un petit peu moins élevés. Mais c'est sûr que voilà, faut le prendre en considération en tout cas, parce que quand on se lance dans un projet comme ça, il y a tous ces facteurs à prendre en compte. Ouais. Et c'est une question qu'on a souvent, tu vois, même là quand on avait dit qu'on enregistrait cette saison, c'est un petit peu, moi je l'appelle la notion de curseur, c'est-à-dire que toi comme moi, je pense qu'aujourd'hui on a cette chance-là d'avoir du beau matériel, mais quand on regarde par exemple les professionnels, ils sont avec des vélos dernière génération, les dernières chaussures, les gels et la nutrition, on fera un point dessus, mais très haut de gamme. Est-ce que j'ai besoin de ça? Finalement, j'ai besoin de mon CLM et de mon casque aéro pour faire mon premier 73? Je pense que pour savoir où mettre son investissement, autant en termes de finances qu'en termes d'énergie, il faut comprendre les choses. Donc, il faut bien écouter toute la saison de podcast qu'on est en train de tourner. Et quand on a compris, on sait où est-ce qu'on va mettre vraiment son énergie et son budget. On va pousser des curseurs à droite, à gauche, suivant vraiment ce qu'on recherche. Si, par exemple, on est full dispo, on a vraiment envie d'aller à fond dans la performance, on a déjà un peu d'expérience et qu'on a envie de battre son record, tu vois, de gagner quelques minutes précieuses, on va évidemment peut-être jouer sur le budget du matériel pour être un peu plus aéro, gagner quelques watts, avoir un coach,
aussi sur la récupération. Il y a énormément de matériel au niveau de la récupération et on sait que c'est un des facteurs dont on n'a pas parlé, mais on parle d'être capable de s'entraîner de manière régulière, donc il faut aussi prendre soin de son corps. Donc voilà, tout ça pour dire que quand on est débutant, on peut vraiment partir avec une ambition qui est à la hauteur de son niveau et du matériel aussi de débutant pour minimiser les coûts. Et puis, en plus, ça laisse une marge de progression. On se dit, OK, là, j'ai fait tel perf, j'ai atteint mon objectif, c'était de finir ce triathlon L. Ça me fait une base de travail, une base de réflexion, une base de motivation. Maintenant, mon ambition, c'est d'aller un peu plus loin, d'aller chercher de la performance, de gagner quelques minutes. Ouais. Donc, j'ai investi un peu plus. Ouais, donc on se rend compte que, comme tu le dis, c'est toute une question de curseur personnel. Là, sur cette première partie, on a vraiment montré, j'ai envie de dire, l'impact que ça peut avoir, les réflexions, un petit peu avant de prendre son dossard ou prendre cette décision. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Si je suis un athlète dans le cadre d'un format, j'ai déjà fait un format S, j'ai déjà fait un format M, et je me questionne vraiment sur l'effort, tu vois, en tant que tel. C'est quoi la particularité d'un 70-3 ? Tu vois, un petit peu les petites différences physiques qu'on va retrouver sur ce 70-3 par rapport au M que j'ai pu faire il y a quelques mois, quoi. En fait, ta question, elle rejoint vraiment le temps d'effort global du triathlon. Et donc, au plus on va vers des distances longues, au plus le temps d'effort est élevé, logique. Et donc, l'intensité doit être en corrélation avec le temps d'effort. Et on est sur une intensité un petit peu spéciale sur le triathlon L, où on peut se permettre, là c'est encore une fois contexte dépendant, on peut se permettre d'aller vite, pour les pros notamment, ou pour les plus expérimentés qui recherchent de la perf. On est sur une intensité qui est proche du seuil, donc on est quand même capable d'aller vite et de tenir cette intensité longtemps. Malgré tout, voilà, quand on se rapproche des 7-8 heures d'effort pour les débutants, là on ne parle plus du tout d'intensité. Donc pour répondre à ta question, je me mets vraiment à la place des auditeurs qui nous écoutent. Quand on est débutant, il faut voir ça comme un effort d'endurance et rester sur une intensité d'endurance. Et donc se dire la stabilité va être mon meilleur allié. Je vais partir en écoutant un peu ma respiration. Ça, c'est un bon repère. Et être un petit peu essoufflé, mais pas trop. Ça, si on peut parler pendant l'effort, c'est un bon repère. Ok. Ouais, mais quelque chose que je me demande, tu vois, j'ai échangé avec un de mes proches pour préparer ce podcast parce que ça l'intéressait vraiment. Il avait découvert le triathlon d'ailleurs grâce à vous parce que son premier plan d'entraînement c'était avec Aïdou et là il veut se lancer sur un 70-3. Et une des questions qu'il venait à me poser, c'est il me dit mais oui mais d'accord, j'ai compris l'entraînement, j'ai compris le matériel, enfin je vois un petit peu tout ce qui se cache, mais moi la nutrition je l'ai jamais pris en considération. Est-ce que je suis obligé de manger pour faire un format 70-3 ? Ça, t'en penses quoi par rapport à ce sujet ? Ouais, c'est sûr que c'est un sujet crucial parce que en fait tous les sujets sont cruciaux en fait. Hein. La régularité, la progressivité, l'entraînement, l'adaptation au contexte, la gestion de l'effort dont on vient de parler juste avant, qui est primordial. Sinon, on va se cramer sur la course, on va se cramer à l'entraînement. Et la nutrition, on pourrait presque dire, c'est le premier sujet. Puisque c'est ce qui va te permettre de durer, c'est vraiment l'essence qu'on met dans le moteur, c'est les substrats énergétiques qui sont utilisés par les muscles pour fonctionner. Donc plus d'essence, fin du voyage. Et il faut alimenter donc son réservoir en permanence, puisqu'on ne peut pas faire que ce soit 3h30 ou 8 heures d'effort. De toute façon, on ne peut pas faire un effort aussi long et aussi intense sans manger. Donc sans apporter des glucides dans son réservoir pour que les muscles puissent continuer de produire de l'énergie. Donc la nutrition, c'est indispensable. Et encore une fois, ça passe par de l'entraînement. Donc il faut tester les produits à l'entraînement. Il faut aussi s'habituer à manger pendant l'effort. Donc il y a la contenance du produit, il faut que ça nous corresponde, le goût notamment. Et aussi s'habituer à manger, c'est particulier parce que... En natation,
C'est moins le sujet parce que quand on C'est jamais ce qu'on peut manger en mer. Ouais. En mer, on peut avoir des surprises, des petites algues là, ça, plein d'oligo-éléments. Non, en natation, il y a pas trop de possibilités de s'alimenter, donc c'est un peu le problème d'ailleurs, mais il y a des techniques pour pallier à ça. En vélo, c'est très facile de manger, mais encore faut-il avoir l'habitude parce que c'est particulier, on n'arrive plus trop à respirer. Donc si on est en pleine montée de col sur un triathlon, on se dit ah tiens, ça fait un quart d'heure là que j'ai pas mangé, vite, faut que je mange ma barre. On s'enfile une barre et puis on n'arrive plus à respirer. Ou alors la digestion. La digestion, c'est un gros sujet qui est lié à la nutrition. Donc tout simplement s'entraîner à manger de manière régulière et suivre encore une fois tous les conseils qui vont être ultra détaillés dans le podcast qu'on va faire ensemble sur la nutrition, parce que c'est un sujet tellement vaste qu'on va donner les grandes lignes ici, la régularité, manger régulier, manger à l'entraînement pour s'entraîner. Mais il y a tellement de petits points précis ultra intéressants qu'on ne pourra pas tous les dire ici. C'est vrai que ça demande un petit peu de curiosité quand même, parce que tu vois, tu es obligé de l'inclure, comme tu le disais, dans ta compétition. Mais finalement, même à l'entraînement, c'est quelque chose qui vient en considération. Et des fois, je mets même un petit point d'alerte, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en compte là, dans notre fichier Excel des finances. Mais quand on commence à manger l'entraînement, ça a aussi un certain coût. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on va en faire un épisode vraiment dédié avec vous et avec Charlotte. Et je me demandais, tu vois, la gestion de l'effort, les transitions qui sont souvent un élément un petit peu effrayant d'un triathlon. On ne comprend pas T1, T2. J'ai le sentiment, c'est peut-être que personnel, que finalement sur cette distance 70-3, c'est un petit peu moins d'importance, c'est un petit peu fait différemment. C'est quoi ton recul que tu as, toi, pour les athlètes que tu accompagnes, qui vont faire un label Ironman, par exemple, sur cet aspect transition? C'est quoi les conseils que tu leur donnes? Alors déjà, ne pas se dire que c'est pas important. Tout est important. Après, il faut mettre des priorités. C'est peut-être pas la priorité à l'entraînement à travailler. Malgré tout, ça reste important. Ça reste important pour 2 points. Déjà, l'aspect technique, apprendre à se changer. Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je m'assois? Est-ce que je laisse les chaussures sur le vélo? Le casque, où est-ce que je le mets? L'aspect un peu logistique. Est-ce que je mets une trifonction? Est-ce que je vais courir en short et en t-shirt? Du coup, il faut que je me change. Tout ça, il y a des choix à faire et il y a du matériel qui existe pour gagner du temps et du confort sur l'aspect technique. Et ensuite, il y a l'aspect musculaire. Donc, si on ne l'a pas travaillé à l'entraînement, je vous conseille de le faire parce que quand on pose le vélo et qu'on part en course à pied, par exemple pour un excellent coureur, parce qu'on va prendre un exemple où un bon coureur qui se dit non, moi c'est bon, la course à pied c'est pas un problème. Je prends mon exemple là c'est bon, t'es parti là-dessus. Valentin qui prépare un L, qui convertit dit, pas. Moi je suis une machine, donc en course à pied rien ne me fait peur. Pas besoin de travailler les transitions. Et là, après 90 bornes de vélo, ça fait bizarre. Musculairement, les muscles qui ont travaillé sur le vélo d'une certaine façon, qui sont un petit peu engorgés et courbaturés, plus le dos aussi en position aéro. Si on a choisi d'avoir un vélo aéro de triathlon contre la montre, là, quand on descend du vélo et qu'il faut partir sur les 21 km, on n'est pas comme quand on est à la maison, qu'on fait ses lacets tranquillement, qu'on boit un petit verre d'eau, qu'on croque dans une barre et qu'on part faire sa séance. Donc, le travail à l'entraînement, se préparer ses chaussures quand on arrive d'une sortie vélo, c'est vraiment un bon conseil. Même si c'est 20 minutes à la limite, au moins avoir testé le truc. J'arrive du vélo, alors je prends le temps, je mets le vélo dans le garage, je range tout. Voilà, il ne faut pas être précipité, mais en tout cas, partir tout de suite courir derrière le vélo, c'est un moyen de découvrir un petit peu les sensations et de s'adapter aussi musculairement. Ouais, c'est sûr que c'est un vrai effort et c'est pour ça que je rigolais quand tu l'as dit, mais je me rappelle très bien de ce 73 Dex où tout le monde pensait que j'avais pris une pénalité, mais non, j'étais juste avec une crampe dans les toilettes à T2. J'essayais de mettre ma chaussette. Et tu vois, j'ai pas eu cette chance d'avoir ce podcast et le partage que tu nous donnes, c'est que pour toi, finalement, j'aurais pu éviter ces crampes-là si je m'habitue beaucoup plus à cet aspect passage du vélo à la course à pied. Enfin, c'est quelque chose qui se développe à l'entraînement. Ouais, alors là, il faudrait prendre ton cas spécifique et étudier un petit peu le contexte. Peut-être que la crampe, c'est aussi un manque d'hydratation, d'alimentation, un manque d'entraînement. Donc, on peut repartir un peu en arrière pour découvrir quelle est la cause.
Ok. Et puis là, tu me dis que tu as crampé avant même de partir en course à pied. C'est les premiers pas qu'on fait mal. Ah ouais, les premiers pas, ben voilà. Je pense que tu as peut-être aussi sous-estimé le passage du vélo à la course à pied. Du coup, à la fin du vélo, tu as mis tout ce que tu avais en te disant c'est bon, c'est la fin du vélo. Encore une fois, moi, je suis une machine en course à pied. Donc, c'est bon, je peux y aller. Et en fait, si tu avais su qu'il y a une petite phase en fait, au début de la course à pied où vraiment il faut avoir un max d'énergie et de fraîcheur pour la tamponner, tu aurais peut-être levé un petit peu le pied à la fin du vélo. Et au niveau de la stratégie de course, ce serait peut-être mieux passé. Mais cet aspect transition d'un point de vue logistique, tu vois, vous avec MyTribe, vous accompagnez quand même pas mal d'athlètes et en général, on vous voit faire des regroupements. Je me rappelle très bien à Nice et même sur d'autres labels Ironman, si on prend cet exemple-là. Mais je vois que dans les auditeurs, dans ceux qui m'entourent, etc., c'est vraiment un sujet. Moi, je me rappelle très bien pour me remettre à la place aussi de nos auditeurs. Sur mon premier 73 à Aix-en-Provence, par exemple, c'est super compliqué, tu comprends pas ce que tu mets dans ton sac, elle est où la T1, elle est où la T2, tu vois, il y a deux lieux différents. Comment, toi, c'est quoi les conseils que tu donnes à tes athlètes? Est-ce qu'on reçoit un fichier qui explique tout ça? Est-ce que c'est que du bouche à oreille? C'est quoi un petit peu cet aspect logistique qu'il faut mettre en place? Ouais, bah, là, ça dépend un petit peu des courses. Là, à Aix, tu es tombé sur un cas un peu particulier parce qu'il y a 2 parcs à vélo. Ça complexifie la chose. Quoi qu'il arrive, il y a une préparation, comme d'hab, l'entraînement. L'entraînement à la visualisation du parcours utilisateur, j'allais dire. Ouais. Ça, c'est ma déformation professionnelle avec l'application. Mais c'est un peu ça. En fait, qu'est-ce qu'on va faire le matin de la course? Et quand on n'a pas l'info, il faut aller la chercher. Soit dans un doc qu'on a reçu par mail, soit avec son coach, soit sur Internet. En tout cas, il faut que le parcours il soit fluide. Du moment où on va finalement même quitter son domicile, presque 6 mois à l'avance, quand on choisit son événement, il faut se dire où est-ce qu'il a lieu. Est-ce qu'il faut que j'y aille en voiture, en train ou en vélo? S'il faut y aller en avion, il me faut une caisse à vélo pour le protéger. Ouais. Il faut donc que je sache démonter mon vélo. Toutes ces petites choses, en fait, il faut quand même avoir anticipé parce que ça rajoute du stress. Mince, j'ai pas de caisse à vélo, je sais pas démonter mon vélo. L'hôtel, finalement il y en a plus et le premier hôtel il est à 30 bornes du départ. Ensuite, la natation, est-ce qu'il y a des vagues, est-ce qu'il n'y a pas de vagues, est-ce que la température de l'eau est à plus ou moins de 24 degrés, donc je peux pas avoir la combi. Et pour répondre vraiment concrètement à ta question, je pense qu'il faut se faire son parcours à partir du moment où on quitte chez soi jusqu'à la ligne d'arrivée et petit à petit on met des croix dans des cases, on met des infos et on se fait son parcours et on arrive et faut qu'il n'y ait aucune zone d'ombre. Parce que le jour de la course, ou les 2 jours avant la course même, s'il y a une zone d'ombre, c'est déjà assez compliqué comme ça. On l'a dit tout à l'heure, il y a peut-être 6 heures d'effort à se taper. Donc si en plus il y a des zones d'ombre dans la logistique, ça va augmenter le stress, ça va bouffer de l'énergie, voire même on peut rater sa course à cause de ça parce que on arrive sur la course et on pensait qu'il y avait un bike mécanique qui allait régler son dérailleur vélo et on n'a pas fait la révision avant. Là, c'est un exemple. Et finalement, sur cette course-là, c'est un peu compliqué. On n'a pas fait réviser le vélo. Ça peut être des choses comme ça. Ouais, c'est beaucoup de choses à prendre en considération. Et c'est vrai que tu m'aides vraiment sur la transition de la dernière partie de ce podcast parce que c'était une des questions que je voulais te poser. C'est que demain, je me dis, voilà, là, l'auditeur, il vient de comprendre un petit peu les particularités du 73. On lui dit les petits signaux d'alerte, la différence que ça peut avoir avec d'autres distances. Mais moi, je me dis, allez, je vais faire un 73. Finalement, on a vu en intro qu'il y a 73 L, T100, il y a plein de particularités. Quand je veux m'inscrire sur une course, est-ce qu'il y a des choses en particulier que je dois regarder, tu vois? Est-ce qu'il y a des 73 qui sont plus durs que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui sont différents sous certaines conditions? Tu conseilles quoi à tes athlètes, toi? En fait, ça dépend aussi des préférences de l'athlète. S'il y a un athlète qui est plutôt à l'aise avec la natation, on va peut-être pas trop s'attarder sur la partie natation. Par contre, s'il y a un athlète qui débute, qui est vraiment stressé par cette partie-là, on va réfléchir à trouver une course où déjà la natation est souvent en combinaison néoprène, parce que ça aide dans une mer, dans une eau libre peu agitée. Donc peut-être une natation en lac, avec aussi un triathlon où il y a un rolling start. Ouais.
Tu vois, c'est des petits détails à regarder. Comme ça permet de désacraliser un peu la partie natation. Ça apporte de la sérénité. Ensuite, pour la partie vélo, est-ce que ça monte? Est-ce que ça grimpe? Il y a du dénivelé, pas de dénivelé, tout plat. Il faut un vélo de chrono à tout prix si c'est tout plat. Et moi, j'avais pas prévu avoir de vélo de chrono. Voilà, c'est des petits détails en fait qui vont faire partie de la réflexion, au-delà de la date, on a dit en début de podcast, le plus important c'est combien de temps j'ai pour me préparer. Mais après, il y a toutes ces petites spécificités de la course, la chaleur, la température. Est-ce qu'il fait moins 15 ou est-ce qu'il fait 45 degrés? Moi, je déteste courir quand il fait chaud, donc je ne vais pas aller sur cette course. Ou à l'inverse, on peut le voir différemment. Je veux absolument aller à cette course, mais il fait chaud, donc il va falloir l'anticiper et se préparer à la chaleur. Ouais, donc en fait, quand on prend cette décision, c'est ce que tu dis tout à l'heure, tu donnes plusieurs fois cet exemple, si la décision elle est prise 6 mois, 1 an avant, il faut déjà même au moment de la décision se projeter dans le moment présent de la course. Et une des questions, et c'est pour ça que je suis très heureux de partager ce moment avec toi sur cette saison, c'est que là aujourd'hui on a vraiment pour ambition d'apporter de la valeur à nos auditeurs sur cette partie-là, qu'ils puissent avoir toutes les clés, peut-être même se lancer dans l'entraînement parce qu'on va leur donner différents conseils. Mais tu vois, moi, quelque chose qui me chagrinait quand j'ai commencé ce sport, c'est que je me disais, voilà, j'ai envie de passer à ce 73, mais j'avais l'impression que c'était pas nécessaire, enfin, c'était pas suffisant encore les conseils que j'avais lus, que j'avais entendus, etc. Et il y a toute une notion d'accompagnement. Ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as les deux parties. Avec Haïdou, où on peut prendre des plans d'entraînement en direct et il n'y a pas de suivi particulier avec un coach, et le coaching vraiment personnalisé. C'est quoi un peu les différences sur ces solutions pour préparer un 73 de ton point de vue? En fait, les différences, déjà, la première, c'est aussi l'accompagnement. Mais dans le plan, on a quand même des notifications, des explications. Toutes les séances sont détaillées. Donc les plans sur Haïdou sont particulièrement intéressants sur la partie entraînement. Après, sur la spécificité de l'événement et sur le choix tactique de course et de l'événement, c'est vrai qu'un coach est là aussi pour conseiller un athlète pour tous les points qu'on a vus précédemment. Donc quand on est ultra débutant et qu'on veut assurer le coup, peut-être que c'est mieux d'avoir un coach à qui on va pouvoir poser plein de questions et avec qui on va pouvoir réfléchir sur qu'est-ce qui me correspond le mieux et réfléchir aussi comment préparer mon rêve en fonction de mon ambition et de mon temps disponible. Après, si tout est bien calé dans son esprit, qu'on sait exactement quelle course on veut faire, on sait à peu près quel temps on a disponible et il n'y a plus qu'à mettre les petites briques là où il faut pour construire son mur et avancer tranquillement. Là, le plan est parfait parce que c'est un investissement financier moins cher. On en a parlé aussi. Quand il faut acheter déjà tout le matériel, etc., peut-être que certains athlètes vont préférer un plan d'entraînement. Il n'y a pas de compte à rendre avec un coach. Après, moi, en tant que coach, évidemment, c'est vrai que j'apprécie discuter avec l'athlète pour prendre conscience de son contexte à lui, le contexte de sa course, son rêve, son ambition, etc. Et le plan, il y a un petit peu moins d'adaptation, c'est un petit peu moins personnalisé, mais ça a d'autres avantages. Ouais, mais tu vois, je trouve que le triathlon, et c'est pour ça qu'on est tous les deux assis et qu'on est autant passionnés, il est en train de se démocratiser. Mais tu vois, je me rappelle très bien de mes parents qui faisaient leur prépa marathon. Là, ils avaient acheté, je sais plus comment il s'appelait, là, le magazine de l'époque. Et tous les jours, là, ils surlignaient leurs séances quand ils l'avaient fait. Ils savaient quand ils allaient avoir leur petite sortie longue. Finalement, on se rend compte que chacun a ses besoins différents. Là, avec Haïdou, si je veux vraiment faire mon entraînement de façon, on va dire, presque autonome, comment ça se passe? C'est quoi un petit peu les particularités? Est-ce que c'est un fichier Excel, pareil, je vais pouvoir surligner comme mes parents avaient, ou c'est un petit peu différent? Alors, tu reçois un fax tous les matins. Non, c'est une bonne question. C'est vrai que Haïdou, en fait, c'est une plateforme d'entraînement qui est à la fois à destination des athlètes, mais aussi des coachs et des clubs. Donc, tu peux, en tant qu'athlète, retrouver plusieurs options. Soit tu vas avoir ton coach qui te met tes séances d'entraînement, soit tu prends un plan d'entraînement et dans ce cas, tu as une petite autonomie et tu n'as pas de compte à rendre, mais c'est un petit peu moins personnalisé et c'est pas fait au jour le jour. Soit tu peux même gérer toi-même ton entraînement et dans ce cas, il faut avoir un minimum de connaissances, je pense, pour se créer ces séances d'entraînement.
quoi qu'il arrive, tu synchronises ta montre pour exporter les séances prévues dans ta montre et importer celles qui sont réalisées. Donc, il y a une fusion qui est faite entre la séance prévue et la séance réalisée. Et ça te permet de savoir si tu as bien respecté les intensités, le temps d'effort. Et ça te motive aussi, puisque tu as aussi une page analyse et statistiques où tu vas suivre ton volume d'entraînement hebdomadaire qui te donne un bel indice sur la régularité, puisque, on l'a dit, hein, la séance parfaite finalement et la semaine parfaite, c'est celle qui te permet d'enchaîner les semaines. Donc, tu vas sur ta page statistique, tu consultes tes volumes d'entraînement, tu vois qu'il y a une belle régularité. Ça, c'est un bon indicateur. Il y a aussi la charge d'entraînement. Ouais. Donc, finalement, on est très loin du tableau Excel et du stabilo. Mes parents vont peut-être changer. Heureusement. Et tu as plein d'outils, en fait, qui te motivent, des petites notifications quand tu bats tes records de puissance en vélo. Donc voilà, et c'est vraiment adapté à tous les athlètes suivant ce qu'ils vont choisir entre un coach, un plan d'entraînement ou l'autonomie complète. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple hein, de choisir tous ces éléments. On le voit quand même, on prépare cette saison, faire son premier 73. On a prévu 5 épisodes pour les auditeurs. On pourrait même en faire 10, donc c'est un sujet qui est quand même très, très compliqué. Est-ce que toi, c'est un petit peu toujours les mêmes questions que tu reçois? Est-ce que c'est un petit peu les mêmes craintes que tu as de la part des gens qui t'approchent pour faire leur premier 73? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ces craintes-là des gens? En fait, tu t'aperçois qu'on pourrait donner des grandes lignes en se disant, bon, c'est bon, tout le monde veut faire son triathlon, c'est la mode, machin, on est tous un peu dans le même contexte. Et en fait, pas du tout. En fait, on a tous... Enfin, tous les triathlètes ont une histoire complètement différente. Il y a plein d'exemples possibles. Ça peut être déjà des âges différents. Donc, on peut vouloir faire son premier triathlon, à 18 ans, et on peut vouloir le faire aussi à 70 ans, ou tous les âges entre les deux. Et déjà, ça change la donne, parce qu'on ne se prépare pas exactement de la même façon. Ensuite, il y a des hommes, des femmes. L'entraînement n'est pas tout à fait exactement le même qu'on soit un homme ou une femme. L'expérience aussi, est-ce qu'on vient du foot comme toi, ou est-ce qu'on vient de la natation, du vélo, de la course à pied? Et ensuite, il y a l'ambition, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on recherche de la performance? Donc finalement, c'est ça qui est sympa dans le coaching, c'est qu'on découvre vraiment des histoires et des envies. Et donc nous, notre job, c'est vraiment d'être percuté par cette histoire, de rentrer dedans et de s'imprégner vraiment de l'émotion de l'athlète et de se dire, ok, je me mets à sa place, voilà comment il faudrait que je puisse m'entraîner pour développer d'abord les muscles, les tendons, pour que ce soit adapté à la pratique, la régularité, la progressivité, les périodes de repos. Il vient d'être papa, ou elle vient d'être maman, il a 3 enfants, il a une entreprise de 2000 salariés qui doit faire tourner et il est stressé parce qu'en ce moment il rachète des boîtes, machin. Enfin, tu vois, il y a tellement de contextes différents que en fait, ce qui est génial, c'est que en tant que coach, à la minute près, je dirais, il y a les plans d'entraînement, il n'y en a aucun qui se ressemble. Ouais. Et c'est ce qui met en avant vraiment le travail du coach. Maintenant, quand on veut, ça c'est vraiment pour valoriser, pousser le truc, la performance pour que ce soit hyper individualisé. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, on a donné des grandes lignes, 2 à 3 séances de course à pied, de vélo, de natation, un volume entre 6 et 14 heures. Voilà. Les plans d'entraînement, ça fonctionne très bien, mais j'avoue que le kiff, c'est aussi le challenge en fait d'amener quelqu'un à son objectif en tant que coach. Ouais, c'est vrai que c'est très complet, on va dire, tout l'accompagnement, toute la complexité aussi que cette distance peut amener. Et je voulais finir sur une dernière partie sur laquelle on a assez souvent échangé sur cet épisode, c'est la partie matérielle. J'avais des gens qui me posaient des questions sur la partie tu vois, combinaison, CLM, parce que ça donne envie à tout le monde d'avoir un CLM. Et finalement, ils avaient une barrière financière qui est quand même assez conséquente. On a déjà mis le doigt là-dessus. Et ils me disaient, est-ce que c'est une bonne idée? Tu pourras demander à Fred si c'est une bonne idée finalement que je me loue la meilleure combinaison néoprène pour le jour de la course, que je me loue mon CLM et mon casque aéro et que mon pote il me prête la roue pleine le jour J. Est-ce que c'est
c'est une bonne approche de louer ce matériel, on va dire top performance pour avoir accès à ça, ou alors il faut plutôt conserver son matériel d'entraînement? Alors moi, j'ai deux phases dans ma réponse. Moi, j'étais pas du tout location dans ma vie, tu vois. J'aimais bien avoir mon matos, mes petits trucs, peaufiner, nettoyer, entretenir mon vélo et tout. Et en fait, je m'aperçois que louer, c'est quand même vraiment bien. Ça permet d'avoir tout le temps le dernier cri. Et en termes d'économie aussi, c'est quand même intéressant. Et puis quand tu as fini ta préparation, imagine que ce soit un one-shot et que tu veux le faire un triathlon sur du plat où il faut un CLM et que après tu veux faire de la bosse, ça t'oblige à chaque fois à revendre ton matos. Donc c'est possible, mais en fait tu fais que acheter et revendre parce qu'il y a le nouveau qui est sorti, parce que c'est plus adapté, etc. Et malgré tout, la base de la préparation, quelle qu'elle soit en sport d'endurance, c'est de tester les choses à l'entraînement. Donc, si tu roules toute l'année sur ton vélo de route, tu te dis je loue mon vélo de chrono pour la course et que tu fais la course sur un vélo sur lequel tu n'as jamais roulé, je te le dis direct, ça va être compliqué. Parce que la position n'est pas la même, tu n'as pas travaillé les bras, le renforcement des bras et de la nuque pour tenir la tête comme ça, un peu en position CLM. Musculairement, les ischios et les fessiers, ils sont beaucoup plus sollicités parce que tu es en avant de la selle. Et puis, tu bouges jamais sur un vélo de CLM, sur le plat. Tu es quand même beaucoup en statique. Et donc, il faut être capable de tenir cette position. Voilà, c'est un exemple. Mais on comprend bien que pour la nutrition, pareil, on l'a dit, il faut tester les produits. Pour la nutrition, c'est difficile de louer un gel et de le rendre à la fin de la course, donc c'est peut-être pas le bon sujet, mais le bon exemple. Mais en tout cas, il faut tester à l'entraînement. Donc si tu as testé une combi et que tu la trouves bien, tu es sûr de ton coup, et que toi ta combi elle est un peu, elle a pris les années et elle fuit un peu de partout, elle est trouée et tu te dis pour l'entraînement ça va très bien, par contre je veux vraiment que ce soit le top pour la compète, donc je vais louer ma combi, mais il faut que ce soit la même, dans l'idéal. Voilà, c'est un exemple, encore une fois. Et là, au moins, tu n'as pas de surprise. J'imagine. Et dans ce cas-là, la location, ça fonctionne. C'est vrai que ça se démocratise de plus en plus. Là où ça peut être intéressant, et c'est vrai qu'il y a des marques qui le font, c'est de la location longue durée pour tester justement le matériel comme tu le disais. Donc c'est vrai que j'ai un peu la même approche que toi en deux temps. Et je voulais finir sur une dernière question, c'est cette partie, le rêve il est mis en place, on va aller voir ensemble sur d'autres épisodes comment s'entraîner, comment manger, etc. Est-ce que quand je planifie ma course à 6 mois, 12 mois, peu importe, il faut que j'aille mettre des courses de préparation SML ou est-ce que ça peut être mon seul objectif et l'entraînement et tout ce qu'on va mettre en place ensemble, ça suffira? Je pense que c'est pas mal de faire des courses de prépa, c'est même entre guillemets indispensable, hein. Allez, je me mouille un peu. Déjà pour l'aspect découverte du truc. Si on n'a jamais fait de triathlon, on l'a dit pendant tout le podcast, si vous avez bien écouté, c'est quand même un petit peu complexe l'histoire. Il y a 3 sports, il y a 2 transitions, il y a 1 voire 2 parcs à vélo, enlever la combi, etc. La logistique, le stress d'avant-course, faut maîtriser tout ça. Et donc, même si on l'a travaillé à l'entraînement, franchement, c'est cool de faire un triathlon avant, mais un peu plus petit. Comme ça, c'est peut-être un peu moins cher, un peu moins compliqué, un peu moins stressant. Et on a eu cette expérience déjà en nous de gérer le stress et la logistique. J'arrive à l'hôtel, j'arrive dans le parc à vélo, je pose mon vélo, le dossard. C'est vrai qu'on peut le faire à l'entraînement, mais ce sera jamais pareil que sur une compète. Donc, même si c'est un S à la limite et qu'on prépare un triathlon L, au moins on a vécu ce que c'est le parc à vélo, le stress du départ, être au milieu de la foule et des autres nageurs comme ça en combi, se dire il faut arriver avant le départ suffisamment à l'avance, même sur la ligne de départ. Et après, t'es parqué entre guillemets en attendant ton tour. Donc tout ça, c'est des petites choses. C'est pas aussi fluide qu'à la maison. Et en plus, il y a l'enjeu quand on a envie de bien faire. Donc ça, on le découvre uniquement quand on est sur une compète. Et puis en plus, c'est sympa de franchir une ligne d'arrivée de temps en temps. Ça motive aussi.
Donc l'aspect objectif intermédiaire, comme tu le disais, c'est bien pour la motivation. Ça permet de se dire, voilà, il y a une étape intermédiaire. Si je me prépare pendant 12 mois pour un objectif, moi je conseille vraiment de placer des objectifs intermédiaires pour la motivation aussi. Ok. Bon, en tout cas, on se rend compte que ce 73, c'est une vraie épreuve qui a plein de sujets. Et là, je vais aller chercher ton expérience, soit d'athlète, soit de coach pour cette dernière question. Mais toi, j'ai envie de motiver les gens à aller découvrir potentiellement cette distance. Mais comme tu le dis, ça se trouve, ils vont découvrir la distance d'avant et ça va leur plaire. Et finalement, c'est ce chemin-là. Toi, de ton expérience, c'est quoi que tu apprécies dans ce 73, dans cet univers du triathlon, et pourquoi nos auditeurs ils devraient se dire, bon, ça fait un petit moment qu'ils parlent, pourquoi pas, je me lance, quoi. Bah, tout simplement, s'il y avait qu'un sport à garder, ce serait le triathlon. On va commencer par ça. Déjà, c'est un sport nature, Ouais. un sport outdoor. On est souvent dehors, donc c'est super agréable. Même si la météo est pas toujours clémente, on peut s'équiper. En tout cas, c'est une grosse bouffée d'oxygène. Ensuite, il y a 3 disciplines à travailler, donc on n'est jamais lassé. Quand on a un petit peu marre de faire du vélo, on va courir ou on va nager. On peut adapter aussi en fonction des périodes de l'année. Si on fait un peu plus de course à pied l'hiver parce que c'est plus facile et qu'il fait nuit tôt, etc. Au moins, ça varie. Puis après, quand les beaux jours arrivent, on fait un peu plus de vélo. Il y a le home trainer. La natation, ça peut être en piscine ou en eau libre. En fait, la variabilité, la variété en fait, d'entraînement est super. Donc ça, c'est top. En plus, c'est adapté à tous les âges. Quand on a 3 ans, 4 ans, allez, 5 ans, il y a déjà des écoles de triathlon qui permettent aux enfants de faire de la coordination, d'apprendre le fair play, l'équipe, le respect des autres, même voilà, bouger tout simplement, aller chercher l'observation, voir un peu ce qui se passe autour de soi. Donc pour les enfants de 5 ans, c'est top. À tout âge, on peut faire un triathlon. Mon père a gagné l'année dernière le championnat de France vétéran plus à l'âge de 81 ans. Wow. Donc tu vois, c'est possible. C'est important que je le place quand même dans ce podcast. Voilà, c'est outdoor, c'est pour les hommes, les femmes, tout âge, tout sexe. Il y a de la variété. Franchement, voilà, moi je pense que... Et puis les allures aussi. Ouais. Tu peux vraiment te faire plaisir. Un coup, tu veux t'entraîner tranquille, ben, tu te balades en vélo. Et puis si là, tu n'as que 1 heure, tu sors du boulot, tu es énervé, tu veux te défouler, et ben, tu vas faire du fractionné. Donc ça aussi, c'est de la variété. Et puis, tu peux faire des stages, tu peux varier les parcours en montagne, sur le plat, etc. Donc, ça donne voilà. envie. La préparation, elle est top. Il n'y a que des avantages. Il n'y a plus qu'à être guidé parce que c'est vrai que quand il y a beaucoup de variétés comme ça, on ne sait pas trop sur quel chemin partir. Mais soit avec un plan d'entraînement, soit avec un coach, franchement, après, il n'y a plus qu'à suivre les conseils. Et honnêtement, quand on franchit la ligne d'arrivée, je peux vous dire qu'après avoir traversé toute cette aventure, parce que c'est un peu une aventure au début, hein, Ouais. tellement il y a d'étapes, le sentiment d'accomplissement, il est réel. Et en plus, on peut le partager avec sa famille, ses amis qui sont venus un peu nous encourager sur la route. C'est aussi un des avantages du triathlon, c'est que sur toute la route, souvent, c'est prévu pour que les spectateurs puissent être présents. C'est ouvert à tous, il n'y a pas besoin de payer sa place dans un gradin. Et voilà, les gens sont là, on peut venir en famille et on passe des bons moments. Donc, que des avantages. Bon, en tout cas, ça me donne envie de sortir dehors. En plus, il fait beau juste derrière nous. Merci à toi, Fred, vraiment pour cet échange. Merci aux équipes d'Aidoo aussi qui nous accompagnent dans le cadre de cette saison. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'en profite d'ailleurs, suite à notre passion commune avec Fred et ses équipes. On en a profité parce que moi, je crois vraiment sur ce plan un petit peu automatisé, sans coach, parce que c'est vraiment une contrainte que j'avais quand j'avais commencé ce sport. Donc, on te met en description justement le lien d'Aidoo, de My Tribe, si tu veux pousser. Et n'hésite pas, on reste disponible si tu as la moindre question. Ciao, ciao. Salut. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche
pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!